Présenter David. Donc, David Dréon est un physicien expérimentateur en optique atomique. Il a soutenu sa thèse dans le groupe de Jean Dalibard au Collège de France. C'est une thèse qui a porté sur la construction d'une expérience de gaz quantique fortement magnétique. Il a ensuite rejoint l'ETH à Zurich, en Suisse, pour un postdoc dans le groupe de Tillmann-Esslinger, où il a étudié les condensats de Bose-Einstein dans des cavités optiques. Après cette expérience, il a souhaité rejoindre l'industrie pour travailler sur la construction d'ordinateurs quantiques, d'abord en tant que chercheur scientifique dans le département de recherche et développement dans la jeune pousse française Pascal, dont le siège est à Palaiseau. Et depuis cet été, il est responsable du développement de produits chez Planck-C à Munich. Donc, merci beaucoup à toi, David, d'avoir accepté de nous faire cette présentation avec une vision industrielle. Merci beaucoup, Alex. Bon, d'abord, merci aussi pour m'avoir invité. Merci à tous les organisateurs aussi. Du coup, aujourd'hui, je vais faire un lien entre qu'est-ce qu'on a vu dans le talk précédent et qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Du coup, comme il a dit Alex, moi, je bosse chez Planck. C'est à l'étranger. Du coup, j'ai mis juste un slide d'introduction. C'est un petit boîte qui sort de l'Institut Max Planck de Quantique à Munich. On est une cinquantaine de personnes pour l'instant et on développe des ordinateurs quantiques basés sur les atomes neutres. Du coup, il y a beaucoup d'overlap avec ce qu'on a vu avant. Et les talks d'aujourd'hui, je l'ai organisé en deux parties. La première partie, c'est quoi les liens entre la décohérence. Bon, Michel a déjà montré un peu que c'est un problème dans le domaine de quantum computation. Et dans la deuxième partie, je vais vous présenter un peu plus comment est-ce que ça marche l'hardware et effectivement comment on essaie de construire un ordinateur quantique basé sur des atomes d'Eric. Du coup, déjà, pourquoi il y a toute cette hype sur le quantum computing? Disons, la grosse promesse, c'est qu'il y a beaucoup d'algorithmes, de problèmes qu'on arrive à résoudre avec des ordinateurs classiques. En fait, les ordinateurs classiques sont des machines universelles, donc théoriquement, il n'y a rien qu'un ordi classique qu'ils ne peuvent pas calculer. Mais la promesse, c'est qu'il y a dans cet espace de problèmes, il y a un espace où c'est plus facile d'arriver à une solution. Si on a à disposition un ordinateur quantique, plus facile, ça veut dire c'est plus rapide. Parce que souvent, il y a des problèmes où ça peut demander plus de temps de l'âge de l'univers pour arriver à la solution qu'on cherche. Et la promesse des ordinateurs quantiques, c'est justement d'utiliser les principes fondamentaux de la mécanique quantique, tels que la superposition et l'entanglement, pour arriver à cette solution plus rapidement. Et tout ça, c'est basé sur, je vais mentionner les deux personnes que tout le monde mentionne toujours. Un, c'est Feynman, qui était aussi dans les slides de Michel, pour ce qui concerne la simulation quantique. Dont l'idée de base, c'est si on veut résoudre un système quantique, pourquoi simuler sur un ordi classique? On devrait avoir un ordinateur quantique pour simuler un système quantique. Et l'autre partie, c'est l'algorithme de Shor, qui c'est très connu, c'est un algorithme pour factoriser les nombres primaires. Et c'est un des algorithmes qui, en gros, a lancé toute la partie de quantum algorithme et, disons, dans les grands publics, parce qu'il promet de factoriser les nombres primaires avec des vitesses qui ne sont pas possibles avec des ordinateurs classiques. Et ça permettrait, par exemple, de briser des protocoles de sécurité des ordi actuels. OK, du coup, c'est quoi un ordi quantique? Effectivement. Du coup, la question, c'est bien répondu dans un article aussi où il y avait Zurich, c'est un des auteurs. Un ordinateur quantique, c'est effectivement un interféromètre très compliqué où on insère un input en superposition arbitraire d'états. On laisse interagir dans cet interféromètre et à la fin, on va voir un output qui c'est aussi une superposition d'états qu'on mesure. Carrément, la mesure, c'est aléatoire. Du coup, on va retrouver un string classique de résultats de façon probabiliste. Il faut répéter la computation différentes fois pour arriver aux résultats qu'on veut. Et on regarde la string plus probable
pendant tous les strings de résultats pour trouver la solution à notre problème. Il y a un autre article qui est très connu dans la communauté, c'est un article de Di Vincenzo il y a 24 ans, qui a donné des principes fondamentaux de comment construire cet ordinateur quantique, du coup cet interféromètre géant. Il y a 5 règles de base. Numéro 1, il faut trouver les qubits. Du coup, c'est quoi qu'on définit qubit dans ce système? C'est quoi les systèmes qu'on veut utiliser en gros. Et des deux, ça doit être scalable. Du coup, est-ce qu'on arrive à faire 2 qubits? Est-ce qu'on arrive à faire 10, 100, 1000 et en principe infini, comme on a fait avec des transistors? Un deuxième point fondamental, c'est qu'il faut être capable d'initialiser les qubits dans les états qu'on veut. Du coup, on doit avoir une capacité de contrôle de notre qubit chacun de qubits, il faut être initialisé exactement dans l'état qu'on veut, de sorte que quand on l'insère dans cet interféromètre, on va voir l'évolution qu'on cherche. 3, c'est qu'il faut avoir des temps de décohérence longs dans le système, de sorte que le système ne décohère pas et on ne perd pas l'information pendant qu'on est en train de faire des calculs. Et après, sur ça, je vais revenir parce qu'il y a le concept de qu'est-ce qui sont les portes quantiques. Du coup, il faut un set de portes universelles. Et le cinquième, c'est il faut avoir aussi une façon de mesurer les qubits une fois que tout a été terminé, que le calcul est terminé. Moi, je fais de l'hardware. Du coup, d'un point de vue de l'hardware, qu'est-ce qu'on fait? C'est on construit des circuits. Du coup, on construit des circuits soit dans l'espace et dans le temps. Et c'est un peu équivalent à ce qui se passe dans les ordinateurs. Si on regarde vraiment qu'est-ce qui c'est un ordinateur dans la carte mère de votre ordinateur, les transistors et tout ça sont des circuits où on insère des voltages et on a des résultats en autre string de voltage. Et en principe, à nouveau, ces circuits sont universels. Du coup, une fois qu'on a une set complet de portes qui sont les opérations logiques de base qu'on peut faire sur des inputs et des outputs, une fois qu'il y a un set base de cette porte logique, on peut construire en gros toute la logique qu'on veut. Du coup, ici, c'est un exemple, c'est un gros circuit c'est une des premières unités logiques d'arithmétique. C'est pour faire la somme entre deux nombres de 4 bits, par exemple. Dans les ordi, il y a encore des circuits comme ça dedans. Et si vous ouvrez des articles de calcul quantique, maintenant, les gens ont oublié un peu que ça, c'est pareil dans le monde classique, mais dans le monde quantique, dans les articles, il y a des figures qui sont un peu pareilles. Il y a un set fondamental de portes qu'on a à disposition, et avec cette set de portes, on construit des circuits pour faire exactement le lien entre un input et la sortie qu'on veut chercher. Pour faire marcher ça, pour avoir des ordinateurs qui nous donnent des résultats, il faut absolument que les nombres de qubits qu'on a à disposition et le nombre d'opérations qu'on peut faire, il ne doit pas être limité. Du coup, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de scaling dans toutes les boîtes quantiques, parce qu'on est intéressé à faire plusieurs portes et on est intéressé à avoir plusieurs qubits à disposition. Mais carrément, un des problèmes fondamentaux, c'est aussi qu'il ne faut pas avoir des erreurs dans le calcul qu'on fait. Et c'est là qui rentre les concepts de décohérence qu'on avait avant, parce qu'en fait, nos ordinateurs quantiques ne sont jamais des systèmes isolés. Et comme on a vu avant, l'environnement, c'est toujours en contact avec notre système. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut mettre les qubits dans la cryogénie à des millikelvin pour réduire tous les contacts avec des photons. Nous, on fait avec des lasers, on met les particules suspendues de sorte qu'ils touchent à rien autour d'eux. Mais la decoherence is always watching. Et du coup, on va toujours avoir des erreurs dans les systèmes. Du coup, en fait, il y a un gros chapitre de toute la théorie quantique de l'information, c'est la correction d'erreurs.
Ça existe aussi dans les mondes classiques, mais dans les mondes classiques, c'est beaucoup plus facile. Déjà, les erreurs sont beaucoup plus faciles dans les mondes classiques parce qu'il y en a seulement un possible, c'est le pit flip. Si vous avez un array de nombres de votre voltage dans l'ordinateur, ça peut toujours arriver que le voltage il fluctue et du coup, quelque chose qui comptait comme 1, en fait, il compte comme 0. Typiquement, on compte est-ce qu'il y a de voltage ou pas dans la ligne correspondant à votre signal. Du coup, ça, c'est la seule erreur qui est possible dans le monde classique, qui correspond un peu à ce qui se passe avec l'erreur de bit flip dans le monde classique, du coup, dans le monde quantique, pardon. Du coup, c'est dans votre sphère de blocs, un système relax, en gros. Et ça, c'est l'émission spontanée, tout ce type de problème-là. Et il correspond à l'application d'un opérateur de Pauli X dans votre système d'espace en demi. Et après, il y a l'erreur typique purement quantique, c'est le déphasage. Et ça correspond à une opération Z dans la matrice de Pauli. Et que c'est typiquement quantique et ça change les signes de votre spin, si c'est point vers le haut ou vers le bas, ou c'est équivalent à dire c'est en rotation, c'est l'équivalent de la Pauli X si vous êtes dans la base plus ou moins dans la sphère de bloc. Mais ça sont disons, sont des erreurs intrinsèques, c'est encore pire que ça, parce qu'en fait, on veut faire des opérations sur le qubit, et du coup, chaque opération qu'on peut avoir, c'est aussi associé à une erreur. C'est si vous avez un circuit superconducteur ou les atomes comme nous, on envoie des lasers ou des signaux électriques et aussi ils peuvent avoir des erreurs de phase, des erreurs d'amplitude qui deviennent des erreurs des opérations sur le qubit. Et tout ça, si on somme toutes les erreurs qu'on peut avoir, en fait, on a cet énorme interféromètre et toutes les erreurs, elles vont se sommer. Et qu'est-ce qu'on arrive à la fin? C'est complètement, c'est inutilisable. En gros, on veut retrouver un résultat, mais en fait, on peut mettre tout la string à la sortie à la poubelle parce que ça ne veut rien dire. Du coup, sur les opérations, il y a beaucoup de... D'un côté, l'agent, il essaie de réduire les sources de ces erreurs. Du coup, les erreurs qui sont dues à l'environnement, il faut réduire le plus possible les contacts avec l'environnement. Et les erreurs dues aux opérations, il faut augmenter la fidélité de ces opérations. C'est pour ça que dans les articles, vous voyez souvent, ils mettent les fidélités des opérations. Et ici, je mets un peu aussi les progrès qu'il y a dans la communauté des atomes froids, par exemple, de la fidélité dans un entangling gate entre deux qubits. Vous voyez, c'est aussi assez impressionnant dans les dernières 10 années, on a gagné 2 ordres de grandeur sur la fidélité de cette opération, exactement parce que sinon, on ne peut pas faire des circuits si on enchaîne plusieurs entangling gates à la suite. Et du coup, d'un côté, on isole le système de l'environnement. D'un côté, on essaye de faire de fidélité de plus en plus élevée des opérations, mais on ne va jamais être parfait. C'est impossible d'être parfait. Du coup, il faut vraiment trouver une façon de corriger les erreurs dans le système. Que ça existe aussi dans le monde classique. Du coup, il y a des algorithmes plus compliqués de ceux-là que je montre. Mais l'algorithme plus basilaire classique, c'est simplement de répéter l'information. Du coup, si vous voulez protéger en ligne de bits par une erreur d'un bit flip, la façon plus simple de le faire, c'est simplement de répéter chaque bit plusieurs fois. Comme ça, si un dans l'ensemble, il va avoir un flip, vous procédez simplement à un vote de majorité à la fin. Il y en a deux qui disent 1 et il y en a un qui dit 0. Du coup, vous pouvez recorriger cette bit-là. Ça, c'est complètement classique. On ne peut pas faire ça dans le monde quantique parce qu'on a deux problèmes. De un, on ne peut pas mesurer la string sans détruire l'information ou projeter l'état en tout cas. Et de deux, on ne peut pas copier au départ l'information, parce que ça, il y a le no-cloning theorem, il nous empêche en fait de prendre un spin et juste le copier 3 fois.
Du coup, qu'est-ce que l'agent il a décidé de faire? C'est de créer qu'est-ce qu'on appelle les qubits logiques. Du coup, ça veut dire votre information, il est plus local dans un qubit, mais vous utilisez l'entanglement entre plusieurs qubits pour délocaliser l'information. Du coup, vous avez un paquet de qubits physiques où en fait on encode l'information qu'on cherche. Comme ça, si la décohérence, c'est votre environnement, il agit sur un qubit simple, et par exemple il flip un qubit, l'information ne s'est pas perdue parce que l'erreur est locale et l'information est délocalisée. Du coup, l'idée de base, c'est ça. On se protège des erreurs en faisant en sorte de créer un gros système entangled ou si on a des erreurs locales, on a tout ce chapitre, cette réserve sur les codes de correction d'erreurs. C'est ça, c'est de quelle façon on continue à monitorer et à corriger les erreurs dans cette qubit logique en préservant l'information. Et ça, c'est l'idée de base de Logical Qubits. Et ça, bon, c'était long terme, longtemps, c'était juste en théorie. Et maintenant, en fait, il y a les premiers résultats expérimentaux qui sortent dans les mois passés sur des différents systèmes qui montrent en fait un qubit logique qui est protégé par exactement ce mécanisme ici. Bon, tout ça, c'était en général sur les ordinateurs quantiques. Je vous montre maintenant, je change complètement je passe à la deuxième partie de mon talk où je vous montre comment est-ce qu'on fait dans les effets en ordinateur quantique en focalisant sur la technologie qu'on utilise nous à Planck, qui sont des atomes neutres. Mais carrément, il y a énormément d'autres technologies parce qu'un qubit, c'est juste un système à deux niveaux. Du coup, si vous avez une idée d'un système qui peut respecter les lois, les critères de Di Vincenzo pour construire un ordinateur quantique, vous avez un choix infini de systèmes. Bon, c'est pas infini, mais il y a un gros choix de systèmes dans lesquels vous pouvez choisir. Et les superconducting qubits, comme il a mentionné Michel, sont un des plus prometteurs, où les gens ils connaissent juste parce qu'ils sont aussi les choix de IBM et Google, qui sont souvent sur la presse et tout le monde y connaît. Les atomes neutres, c'est un peu plus niche, on va dire. Il y a quand même quelques startups. Il y a Pascal en France. Nous, on est en Allemagne et il y a trois autres grosses boîtes dans les États-Unis qui suivent cette approche. Du coup, l'approche des atomes neutres, c'est notre qubit, c'est en fait encodé dans l'état électronique. Du coup, on prend des atomes un par un et où se trouve l'électron, exactement dans quel état on met l'électron, c'est ça notre définition de qubit. Du coup, on choisit deux états et ça, c'est notre espace en demi, pour les spins en demi. Souvent, les atomes sont appelés aussi les qubits naturels parce que tout le monde appelle, par exemple, le superconducting qubit des atomes artificiels. Mais les atomes sont la choix naturel, on va dire, pour faire des qubits. Et la façon où on bouge les électrons, c'est en utilisant des champs électromagnétiques, du coup des lasers ou de micro-ondes. Pour piéger les atomes un par un, on utilise des potentiels optiques, du coup, soit des pinces optiques, c'est-à-dire on prend un laser, on le focalise sur la lentille et au foyer de cette lentille, on peut rattraper un atome un par un. Sinon, on fait des ondes stationnaires de lumière, toujours avec des lasers, et on piège les atomes dans les minima du potentiel optique. Ça, c'est une approche complètement optique, on va dire, et c'est très facile de scaler up. Dans les dernières années, il y a des gros résultats où vous voyez ici, on a des milliers presque des atomes simples piégés dans des registres créés complètement avec de la lumière ou avec les techniques, soit avec des pièges optiques, soit avec des réseaux.
Les problèmes suivants qu'on a dans le système, c'est on a besoin des interactions parce que les atomes, surtout à les distances comme ça, avec des pièges optiques, ils n'interagissent pas. Du coup, c'est là qu'interviennent les atomes de Rydberg. Du coup, on prend un électron, on le met dans les états extrêmement excités donnés par les états de Rydberg, où il y a cette fonction d'onde gigantesque. Et du coup, quand on a deux atomes dans les potentiels optiques qui sont à la distance de quelques micromètres, ils vont interagir, les deux fonctions d'onde des électrons de Rydberg, ils vont interagir euh, euh, grâce au potentiel de Van der Waals. Et avec cette interaction-là, on a la chance que c'est une interaction qui dépend du nombre quantique principal de n, et plus on monte dans l'échelle de niveau, plus on peut augmenter l'interaction et aussi augmenter la durée de vie de Rydberg. Du coup, en fait, c'est comme ça qu'on sélectionne des états très, très forcément excités parce qu'ils combinent les deux choses qu'on veut d'avoir une interaction forte et une durée de vie de l'état très, très haute. Et il y a un autre phénomène qui c'est fondamental pour qu'est-ce qu'on veut faire, qui s'appelle le blocage de Rydberg. Ça, c'est probablement très connu aussi. Qui, si vous avez deux atomes et vous essayez d'exciter les deux atomes dans l'intérieur de Rydberg, en fait, s'ils sont plus proches qu'une distance définie comme le rayon de blocage, vous ne pouvez pas exciter les deux. Parce que c'est un des deux est déjà excité, l'interaction de Van der Waals, en fait, il bouge la résonance pour le deuxième. Du coup, à une certaine distance, le deuxième, il va être complètement hors résonance et vous ne pouvez pas exciter les deux en même temps. Et ça nous aide parce qu'il génère d'un côté une logique conditionnelle. Si un des deux est excité, l'autre ne peut pas l'être. Et de l'autre côté, c'est aussi une façon de créer de l'entanglement. Parce que si les deux atomes sont plus proches que les rayons de blocage, vous ne savez pas, bon, on sait pas, l'état que vous créez, c'est un état où l'excitation, en fait, est partagée entre les deux spins. Et ça, c'est le principe, ce mécanisme de bloquer de Rydberg, c'est le principe de base avec lequel on crée les portes d'un ordinateur quantique, basé sur le Rydberg, bien sûr. Et du coup, une fois qu'on a tous ces ingrédients, on peut choisir dans notre spectre d'énergie les deux niveaux électroniques qu'on définit notre base de computation, les 0 et 1. Et du coup, on peut adresser ça avec des micro-ondes ou avec un autre laser pour faire des qubits, des portes à un qubit. Après, on utilise les états de Rydberg pour faire les portes à 2 qubits grâce à un rayon de blocage. Et il faut un ingrédient de plus, il faut de la détection. Typiquement, on a des états en plus dans notre système où on envoie des lasers fortement résonants pour avoir des images. En fait, la détection pour nous, c'est prendre des images de fluorescence. Du coup, il faut un état où le cyclage des photons c'est très très fort et on peut prendre des images comme celles que je vous ai montrées avant des atomes piégés. Du coup, si je veux résumer pourquoi on aime beaucoup la technologie des atomes neutres, c'est un sont les qubits naturels parce qu'ils sont tous identiques. En fait, il n'y a pas les problèmes de fabrication comme des superconducting qubits où tous les atomes sont pareils, heureusement. Il y a la scalabilité du système, c'est très très simple parce que c'est fait à travers juste des potentiels optiques qui sont faciles à juste faire plus large, disons. La cohérence est excellente. Parce qu'il ne faut pas oublier que les atomes uniques sont aussi utilisés dans les, dans les choses plus précises qu'on n'a jamais construites, qui sont les horloges atomiques. Et que justement, ils utilisent les mêmes encodages de qubits qu'on a, entre 0 et 1, sont en fait deux états où vous pouvez faire aussi des oscillations d'horloge. Ce sont les horloges optiques qui sont développées dans l'académie récemment. Et de plus, on a cette interaction faite à travers les rayons de blocage de Rydberg, qu'on peut contrôler très rapidement aussi, juste en coupant notre laser à une vitesse très rapide.
Et il ne faut pas oublier que tout ça, c'est aussi à température ambiante. On n'a pas besoin de mettre tout à quelques millikelvin parce qu'il n'y a pas il y a pas de phonons, il n'y a pas de rayons de coronaux sur ce qu'on fait. La plupart de ce qu'on fait, on va dire. Je voulais aussi dire que c'est pas juste pour faire des quantum computing, la plateforme d'avoir des atomes simples, comme ça, uniques dans des pincettes, mais il y a beaucoup de recherches aussi dans le domaine des quantum networks, où il y a par exemple des atomes uniques dans des cavités. Et du coup, c'est pour faire des interactions fortes entre un photon unique et un atome unique. Il y a pas mal de recherches sur les horloges atomiques, où il y a des arrays justement de atomes uniques et qui on interroge pour métrologie. Il y a toute la partie des quantum many body simulation, où on utilise où on fait interagir les atomes à travers les états de Rydberg pour simuler des états de spin. Et bien sûr, il y a le quantum computing, c'est qu'on est intéressé, nous, ici à Planck. Du coup, ici, c'est un schéma juste de qu'est-ce qui ressemble à un ordinateur quantique basé sur les Rydberg. Du coup, si je vous montre ici, on a un système central où on a notre potentiel optique. Ici, dans les cartoons, c'est juste un réseau optique où on place les atomes. Ça, c'est dans le vide. Après, on a de l'optique où on fait en fait un mapping entre des chips qui nous permet d'adresser les atomes un par un avec de la lumière pour faire les portes en qubits à 2 qubits. On a juste besoin de l'optique entre les chips et les atomes parce que les atomes ils sont très très proches. Du coup, il faut juste réduire la magnification de tout ce qu'on fait. Et l'idée de tout ça, c'est ça, on va l'intégrer dans des centres, dans des gros centres de calcul où sont à l'intérieur d'un cycle de simulation où, par exemple, vous avez votre algorithme classique qui, à un moment, a besoin d'avoir une partie qui est purement quantique. Du coup, vous préparez votre état quantique, vous le propagez dans l'ordinateur quantique. Vous avez un string classique à la sortie et ça revient dans votre ordinateur classique et vous pouvez continuer le calcul comme ça. Et je vous montre juste 2 slides avant de conclure sur le challenge technique qu'on est en train de bosser dessus. Il y a une erreur qui c'est pas c'est pas une erreur quantique, mais c'est une erreur purement de la plateforme qu'on utilise, que c'est on peut perdre le qubit en fait. Du coup, parce que les atomes, ils n'ont pas une durée de vie infinie dans les pièges. Et du coup, en fait, vous imaginez, vous avez un circuit, ça c'est carrément une chose qui ne peut pas se passer avec des superconducting qubits parce que vous ne perdez pas les microchips dans le frigo. Vous avez un atome et pendant que vous êtes en train de faire des calculs, l'atome est perdu. Ou par exemple, après que vous prenez la mesure de l'atome est perdu aussi de la piège parce qu'il chauffe trop et on peut pas le rattraper avec le laser. Du coup, beaucoup de recherches maintenant est faite pour trouver une façon de, si jamais on perd un atome, on doit avoir un réservoir quelque part proche de notre, on va dire, microchip quantique, où on pêche les atomes au fur et à mesure qu'on les perd. Et ici, c'est un petit vidéo qui a été réalisé dans les Max Planck Institute qu'on collabore avec. Et par exemple, vous voyez sur la gauche, il y a les réservoirs d'atomes et sur la droite, c'est la partie où on fait les calculs quantiques. Et du coup, on sépare de cette sorte, on a toujours un réservoir où on peut pêcher des atomes si jamais on les perd au cours de l'expérience. Et une autre chose qu'on est en train de bosser dessus, c'est l'adressage. Il y a la logique actuelle de comment est-ce que ça marche un ordinateur quantique, c'est organisé basé sur des atomes neutres, c'est organisé en plusieurs zones. Du coup, vous avez une zone où il y a les qubits logiques, du coup, qui sont faits de plusieurs atomes. Et il y a une autre partie de votre système où il y a les lasers pour faire les portes à 2 qubits. Et il y a une autre partie où il y a les lasers pour faire les images. Et vous bougez les atomes d'un partie à l'autre.
Si vous voulez, par exemple, faire un port qui fait de l'entangling entre cette qubit logique-là et cette qubit logique-là, vous amenez les deux dans la zone d'interaction, vous interagissez, après vous amenez un sylla pour lire et comme ça. Du coup, c'est organisé par zone et on bouge les atomes d'une zone à l'autre. En fait, tout ça, c'est très bien, mais c'est très lent parce qu'il faut bouger les atomes. Du coup, ce que l'agent et qu'est-ce qu'on est en train de développer aussi, c'est est-ce qu'on peut avoir des façons d'adresser les atomes en place sans les déplacer. Mais pour ça, il faut de la grosse ingénierie parce qu'il n'y a pas vraiment un recette magique aujourd'hui pour avoir de l'adressage local très très rapide. Euh, Bon, tout ça, c'était une introduction très rapide à les atomes neutres. Et carrément, il y a beaucoup de challenges dans le futur pour les atomes neutres parce que, et pour toutes les plateformes sur la côté de scalabilité et de error correction, que juste maintenant, on a les premiers résultats expérimentaux qui sortent. Bien sûr, tout ça, c'est toujours un partage entre être très optimiste, parce qu'il y a des progrès absurdes dans les dernières années. N'importe quelle figure de mérite il double chacun, la fidélité, le nombre d'atomes et tout ça. Mais le chemin est encore long pour avoir un ordinateur quantique où on peut faire des calculs utiles. Et juste à la fin, pour faire plaisir à Michel aussi, j'ai mis un revue qui est apparu aussi dans les années où de l'article de part de le même de Serge et Jean-Michel, du coup du même groupe, qui déjà à l'époque il disait Quantum Computing Dream or Nightmare, justement en sortant ces arguments de cohérence et à quel point il faut améliorer le système pour faire des choses utiles. Voilà, du coup, ça c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et du coup, merci beaucoup pour l'attention.